Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Découvrons ensemble les titres de l'actualité de ce vendredi 19 septembre. La rentrée du Conseil national, un peu plus d'une semaine après le gouvernement, Thomas Brezzo, accompagné de plusieurs conseillers nationaux, tenait une conférence de presse ce matin. Nous ferons le point sur les grands dossiers qui ont été évoqués avant les prochaines séances publiques et l'examen du budget rectificatif de l'État notamment. C'est l'heure des comptes pour la Société des Bains de Mer et le bilan est très positif, vous l'entendrez. Stéphane Valéry sera notre deuxième invité alors qu'avait lieu aujourd'hui l'Assemblée générale des actionnaires du groupe autour des derniers résultats financiers. Le nouvel ambassadeur de Lettonie à Monaco a présenté ses lettres de créance cette semaine au prince Albert II. L'occasion d'une rencontre également avec les entrepreneurs monégasques pour leur présenter les opportunités économiques qu'offre son pays. Entrée en matière ratée en Ligue des Champions pour la SMFC qui s'est inclinée hier soir face à Bruges, 4-1, nous y étions. Le lycée Régnier 3 s'engage pour l'inclusion, une formation inédite à l'accueil des personnes en situation de handicap visuel a été proposée aux élèves de l'établissement. Et puis une actualité gourmande avec l'inauguration officielle de la boutique du pâtissier Philippe Taillac qui s'est installé avant l'été à Monaco, boulevard des Moulins. Mais je vous propose de nous rendre à Bruges pour débuter ce journal. La SMFC disputait hier soir son premier match de Ligue des Champions de la saison et a débuté sur une lourde défaite. Nous retrouvons à Bruges Émilie Rousseau qui a assisté au match avec Sylvain Péroumal. Lourde défaite pour l'AS Monaco en Ligue des Champions. Les Monégasques se sont inclinés 4-1 face au club Bruges. Ils sont totalement passés à côté de leur match, eux qui espéraient un meilleur scénario en Belgique. Difficile de trouver des excuses pour expliquer ce résultat tant l'AS Monaco a subi cette rencontre en se créant que très peu d'occasions, en affichant une défense en difficulté et en ratant un pénalty en début de rencontre. Thiago Scuro, directeur général de l'AS Monaco, s'est exprimé en zone mixte. Je vous propose de l'écouter. Pretty hard, to be honest, for sure not expected for what we've been building during the season. A bit shocking the level of performance, especially on the first half. Club Brugge really deserved to win the game, created a lot of chances. For me also the score could be even worse than it was. So we have all of us to take responsibility over this, myself, Adi, the head coach, the staff, players, and taking this game as a big lesson what's coming in front of us, because if we keep showing this level of behavior, organization on the pitch, for sure we cannot achieve our goals. Même discours pour Adi Hütter qui s'est présenté en conférence de presse forcément très déçu et énervé par le résultat. Pour lui, son équipe n'a pas été au niveau de la Ligue des Champions. Ce match ne reflète pas l'image du club. It was not only a defeat, it was a heavy defeat. Congrats for Club Brugge for the absolute deserved win. Our appearance tonight was not on Champions League level, and we lost almost every battle on the pitch. We were not well organized. Maybe the penalty can change a little bit, maybe the game, but the first big chance had Club Brugge, and they had in the first 30 minutes easy chances to score, and the 3-0, I think we were lucky with the 3-0. And this appearance, what we did tonight, it's not Monaco style, and we have to also apologize for our fans. They were here, it was about 600, but in the end we have to analyze it as fast as possible, and Sunday is our next game. La seule chose positive que l'on retiendra de cette soirée, c'est l'entrée en jeu d'Ansu Fati pour sa première apparition avec le maillot rouge et blanc. L'ancien Barcelonais a sauvé l'honneur en inscrivant dans les arrêts de jeu l'unique but monégasque de cette rencontre. Grande déception donc pour l'AS Monaco qui rêvait mieux pour entamer sa saison européenne. Logement, mobilité, centre de traitement et de valorisation des déchets, centre commercial de Fontvieille, ce sont les grands dossiers d'actualité de la rentrée. Le ministre d'État les évoquait lors de la conférence de presse du gouvernement la semaine dernière et aujourd'hui, c'était au tour du Conseil national de prendre la parole et de rappeler ses attentes en la matière. Pour faire le point sur cette rentrée du Conseil national, nous retrouvons en plateau Thomas Brezzo. Thomas Brezzo, bonsoir.
Bonsoir Patricia. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors ce matin, ce n'était pas tout à fait la rentrée du Conseil national puisque les conseillers vous-même êtes au travail depuis début septembre. Vous avez honoré également des engagements internationaux le week-end dernier. Mais cette conférence de presse, elle a donné tout de même la tonalité de ce que seront les semaines à venir et les grands projets sur lesquels vous porterez votre attention ? J'ai surtout été l'occasion d'évoquer le budget rectificatif dont nous commencerons l'examen d'ici une quinzaine de jours. Après, la tonalité était annoncée déjà bien avant l'étude même du projet de loi, puisque certaines annonces avaient été faites, notamment sur les conditions dans lesquelles le vote du budget aurait lieu, si des actions et des mesures étaient prises par le gouvernement sur certains sujets, et notamment sur le sujet du centre de valorisation et de traitement des déchets. Alors, il y a eu des motifs de satisfaction, nous y reviendrons, mais effectivement, sur le centre de traitement et de valorisation des déchets, vous avez été clair, vous avez été ferme ce matin en conférence de presse, les conseillers nationaux qui vous accompagnaient également. Il y a un hiatus qui porte sur une somme de 20 millions d'euros qui a été ajoutée au budget rectificatif qui sera présenté à l'automne. Cette somme, elle correspond à l'abandon du projet Symbiose. Est-ce que vous pouvez nous recontextualiser tout cela et nous expliquer pourquoi votre position aujourd'hui est aussi ferme ? Alors, ma position est aussi ferme aujourd'hui parce que le Conseil national, les conseils nationaux ne sont pas respectés par le gouvernement, notamment dans le cadre de l'examen de ce budget de loi rectificatif et sur la base des informations qui nous sont communiquées ou surtout celles qui ne nous sont pas communiquées. Pour contextualiser ce dossier-là, un premier budget rectificatif a été déposé au mois de juin, le 30 juin, sur lequel nous avons commencé à travailler et sur lequel nous n'avions quasiment rien à redire puisque les finances publiques sont bonnes. On arrive avec un excédent de 400 millions d'euros sur un budget total de 2,5 milliards, donc c'est particulièrement conséquent. La problématique est que malgré le dépôt de ce projet de loi, qui laissait présager un vote du budget rectificatif totalement tranquille, le gouvernement a décidé de retirer ce projet de loi et de déposer un deuxième projet de loi rectificatif pour tenir compte des informations supplémentaires qu'il avait obtenues durant l'été notamment, les recettes supplémentaires qui ont engagé, et donc a intégré 35 millions de recettes supplémentaires. Le problème qui s'est passé, c'est que malgré les sonnets d'alarme que j'avais tirés au printemps en séance publique, en séance privée, par courrier, en conférence de presse et directement auprès du ministre d'État, le gouvernement a décidé d'affecter 20 millions d'euros de ces recettes supplémentaires à la ligne du CTVD. Et là, c'est l'incompréhension la plus totale. Puisque le gouvernement a décidé d'annoncer l'arrêt du projet Symbiose. Il y a 180 millions d'euros qui sont déjà provisionnés sur ce projet, qui est à l'abandon aujourd'hui. Et on vient rajouter 20 millions d'euros supplémentaires pour une raison qui est inconnue, puisque nous n'avons aucune explication qui nous a été fournie. Alors vous vous interrogez, mais vous allez loin, puisque ce matin, vous avez brandi une menace en conférence de presse. C'est pas une menace que j'ai brandie en conférence de presse. J'ai indiqué déjà préalablement à tout ça, il y a plusieurs mois, que s'il y avait 1 euro qui était injecté dans le budget sur le projet d'usine d'incinération in situ à Monaco, nous ne voterions pas le budget dès lors que nous ne serions pas informés de tous les tenants et les aboutissants et que toutes les solutions possibles aient été examinées par le gouvernement et les conclusions transmises au Conseil national. Mais alors à ce jour, comment pourrait-on sortir de cette situation de blocage que vous annoncez ? Ainsi que nous l'avons proposé au gouvernement, il n'y a pas de volonté du Conseil national de forcément se projeter sur une externalisation du traitement des déchets. Ça, que ça soit très clair. Alors nous ce qu'on veut, c'est une information claire et réelle, pas qu'on nous communique des documents sur lesquels les informations sont tronquées ou alors elles sont totalement remaniées et jusqu'à être mensongères, où on nous fait dire l'inverse de ce qui est écrit dans les documents français ou les documents réglementaires. Alors donc, vous avez été aussi très honnête ce matin, vous avez expliqué que vous ne pouviez pas tenir rigueur à Christophe Mirement de l'ancienneté de ces dossiers puisqu'ils sont antérieurs à son arrivée, il est arrivé en plein cœur de l'été. Est-ce que ce n'est pas une façon de l'accueillir un peu rudement en brandissant cette menace aussi rapidement ?
c'est à son gouvernement qu'il faut poser la question. C'est son gouvernement qui a déposé un projet de loi, un deuxième projet de loi de budget rectificatif, alors que le premier était parfaitement convenable. Ce projet de loi, on sait qu'il a été étudié, enfin déposé en l'absence du ministre, le conseiller du gouvernement ministre pour les finances et l'économie nationale, sur la base d'informations où ces 20 millions d'euros auraient pu être affectés à n'importe quel autre sujet, au centre commercial de Fontvieille, au nouvel hôpital, ou encore à d'autres rachats au FRC. Ce sont des sujets sur lesquels il n'y a aucune problématique. Ce sont des opérations qui sont en cours et pour lesquelles des dépenses ont déjà été engagées et on sait qu'il y aura encore des dépenses à être engagées. Là, on est allé poser ces 20 millions d'euros sur une ligne dont le projet est arrêté. Mais en tout cas, c'est pas un rapport. C'est pas nous qui cherchons le rapport de force avec le gouvernement. C'est clairement le gouvernement qui vient chercher le rapport de force avec nous. Et les équipes qui entourent Christophe Birman ne l'ont clairement pas aidé sur ce sujet, ça c'est sûr. Donc on l'entend, c'est un motif de grief fort. Qu'est-ce qui aujourd'hui peut rapidement débloquer la situation? Puisque je crois que le Conseil national, les conseillers nationaux sont appelés à voter le rapport sur le budget rectificatif d'ici le début de semaine prochaine. Alors on a effectivement le vote sur le rapport du budget, mais ça n'influence pas, ça aura une influence, mais bon, ça dépendra surtout des actions du gouvernement. Il suffit de recommencer le sens inverse, on prend la ligne, il y a juste à affecter 20 millions d'euros à une autre ligne, telle que le CHPG, le nouveau CHPG, ou le centre commercial de Fontvieille, ou des rachats au FRC, des lignes dont les opérations sont en cours, on sait que des dépenses vont être effectuées, et sur des sujets qui ne sont pas clivants. Voilà pour ce large chapitre, mais qui a effectivement été au cœur longuement de cette conférence de presse de rentrée du Conseil national ce matin. Alors, il y a eu des motifs de satisfaction. Effectivement, il y avait un dossier qui intéresse tout particulièrement les Monégasques, qui avait donné lieu à des vidéos de votre part au mois de juin. C'est celui du centre commercial Carrefour. Là, les choses ont avancé et vous vous en félicitez. Clairement, les travaux notamment du département des finances ont montré qu'ils avaient été réalisés dans le bon sens et dans le sens des engagements qui ont été pris par le gouvernement et qui correspondaient aux attentes du Conseil national. Et sur la question du logement également, vous avez une vision à assez long terme, plutôt porteuse d'espoir, hein, vous êtes optimiste. Il y a une volonté de travailler de concert avec le gouvernement. On n'est pas dans la défiance avec le gouvernement, on est là pour faire avancer les sujets qui intéressent l'ensemble des Monégasques et l'ensemble de la population monégasque au sens large. On a obtenu, comme Didier Guillaume l'avait annoncé au budget primitif 2025, cette opération domaniale intermédiaire de 70 à 90 logements. On se dirigerait plus vers 70 logements, mais de typologie 3 pièces. Ça reste encore à définir. Il y a un appel à candidature qui a été lancé pour la conception et la réalisation du projet. De ce point de vue-là, sur le logement, c'est satisfaisant. Jusqu'à 2030, on est parfaitement positif pour l'essor de logements au bénéfice des Monégasques sur une construction suffisamment de nombre pour pouvoir satisfaire les besoins de la population. Thomas Brezzo, difficile de se quitter sans évoquer un dernier dossier. Ce dossier de la mobilité, il a donné lieu au retour sur le devant de la scène d'un serpent de mer, le projet de métro qu'a appelé de ses voeux Philippe Ortelli, le président de la FEDEM. Vous aussi, au Conseil national, vous souhaiteriez que ce projet, cette voie, soit explorée ? Tout le respect que j'ai pour Philippe Ortelli, c'est un projet que le Conseil national appelle de ses voeux et que lui, il a repris à son compte, effectivement, mais à juste titre. Donc je pense que la solution du métro est, en l'état actuel des choses, la solution la plus à même de répondre à ses besoins pour amener la population de travailleurs en Principauté de Monaco, qui est indispensable au maintien de l'économie monégasque. C'est ça qui est très important, c'est que c'est une nécessité pour l'avenir de la Principauté de Monaco de prendre des engagements pareils sur des projets pareils. Mais finalement, s'il n'y a personne qui prend le lead sur ce sujet-là, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit sur ce projet, il n'y a rien qui se passera. Je pense qu'il faut que le projet soit mis sur la table pour que les différents acteurs puissent se réunir autour de ce projet et prendre des décisions. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est la Principauté de Monaco qui peut prendre le lead sur ce dossier, de faire des études, faire réaliser. Ce que nous demandons, ce sont que des études puissent être réalisées sur un projet qui soit capable pas forcément un projet métro, mais sur un projet de transport de population de masse qui permettra d'apporter en nombre les travailleurs en Principauté de Monaco, sans les contraintes de la circulation, sans des contraintes humaines, sans des contraintes d'aléas de pierres qui tombent sur la voie ferrée. Le train, c'était une solution qui était avancée, mais on voit que malgré toute la bonne volonté qui est mise en place, le train
trains accumulent des heures et des heures de retard tous les jours. Et l'on retiendra donc dans ce dossier de la mobilité, vous soutenez donc ce projet de métro que vous aviez lancé il y a quelques mois déjà et que vous prenez donc la concertation avec les communes voisines. Avec les communes voisines, et la concertation est nécessaire aussi entre le Conseil national et le gouvernement. On ne pourra pas travailler. La Constitution est faite dans ce sens, et pour moi très bien faite, c'est qu'on est obligé de se mettre d'accord entre le gouvernement et le Conseil national. C'est pas parce qu'on s'achoppe sur un sujet, certains diront qu'on est en crise institutionnelle, ce n'est pas le cas. Le dialogue est très ouvert aujourd'hui avec le gouvernement, mais nous avons la nécessité de faire respecter nos prérogatives, ce qui n'est pas le cas sur ce sujet. Donc lorsque nous serons pleinement informés, nous pourrons voter les budgets qui concerneront le futur projet d'usine de traitement de valorisation des déchets. Merci Thomas Brezzo d'avoir été notre invité alors que se tenait ce matin la conférence de presse de rentrée du Conseil national. Merci Patricia. Parmi les autres grands titres de l'actualité du jour, cette série de remises de lettres de créance ce matin au Palais Princier. Les nouveaux ambassadeurs d'Afrique du Sud, du Costa Rica, de Bulgarie et des Émirats arabes unis ont été reçus par le prince souverain auquel ils ont donc remis leurs lettres de créance avant de s'entretenir avec lui. Mercredi déjà, c'est la nouvelle ambassadrice de Lettonie qui était venue remettre ses lettres de créance au prince Albert II, une visite diplomatique qui s'est accompagnée d'un volet économique. La représentante du président letton a tenu à rencontrer les entreprises monégasques afin de renforcer les liens entre les deux États et présenter les opportunités d'affaires offertes par son pays. C'est un reportage de Devika Guéranfard, Lionel Bernardi et Paul Gougassian. C'est à l'occasion de sa venue officielle en principauté que Alice Ballod a souhaité s'adresser directement au monde économique monégasque. Accueillie par le Monaco Economic Board, elle a présenté les atouts de la Lettonie, ce petit pays balte membre de l'Union européenne et de la zone euro qui mise aujourd'hui sur l'innovation et la digitalisation pour séduire les investisseurs étrangers. Mon but de ma présence ici à Monaco est aussi de présenter mon pays, la Lettonie, les opportunités économiques que ça représente, d'essayer de faire marcher beaucoup plus vite et plus intensement les relations économiques entre la Lettonie et le Monaco, d'essayer de trouver le partenaire, mais aussi d'importer chez moi, chez mes collègues, chez les entrepreneurs lettons, les idées que j'ai peut-être, j'espère, entendre aujourd'hui ici, le domaine de coopération, les intérêts des côtés de Monaco et trouver après tous ensemble les points de départ de nouvelles coopérations. Un premier contact chaleureux entre Monaco et Riga qui pourrait ouvrir la voie à de nouveaux projets. Après la diplomatie, place aux affaires, un tandem que la Lettonie souhaite désormais inscrire dans la durée. Économie encore, aujourd'hui se tenait l'Assemblée générale des actionnaires de la Société des Bains de Mer. Les derniers résultats financiers ont été présentés et le président Stéphane Valéry est revenu sur l'actualité du groupe ainsi que les grands projets en cours et à venir. Il est le deuxième invité de ce journal. Stéphane Valéry, bonsoir. Bonsoir Patricia. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de Monaco Info. Ce matin avait lieu l'Assemblée générale des actionnaires de la Société des Bains de Mer. Les chiffres, les résultats financiers ont été présentés. Mais avant cela, j'aimerais que l'on revienne sur un passé presque immédiat, l'été 2025. Comment s'est passé l'été sur le resort? Alors, vous savez que nous sommes une société cotée à Euronext, à la Bourse de Paris, et que les contraintes des règlements boursiers m'interdisent de donner trop de chiffres et trop de précisions sur la période de cet été. Une petite couleur. Donc, une petite couleur. Écoutez, c'était un très beau temps sur la principauté en général et sur la SBM en particulier, puisque, en fait, tous nos établissements sont en progression. Et si on regarde le chiffre d'affaires global du groupe, on a fait 7% de plus par rapport à la même période que l'an passé, en juillet-août. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tous nos métiers ont progressé, l'hôtellerie, mais aussi les restaurants, et le casino est en léger mieux aussi par rapport à l'an passé. L'immobilier, bien sûr, continue à performer. Donc, vous avez un président globalement heureux, même s'il faut rester humble. Et si on veut continuer à avoir d'aussi bons résultats et pourquoi pas encore meilleurs dans le futur, il faut continuer à travailler très dur, à améliorer ce qui doit l'être encore. Et l'été est une période particulièrement intense pour eux. Venons-en aux chiffres qui ont été présentés ce matin et qui ont donc
précédé ce bel été, ils s'inscrivent dans la lignée, même si là on parle de chiffres d'il y a un an. Voilà, c'est l'exercice qui va du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 qui a été soumis à l'approbation des actionnaires qui ont voté très très largement, qui ont approuvé les comptes et la gestion, et je les en remercie. Donc ces chiffres-là, ils sont publiés dans le détail, on peut en parler bien sûr. Donc une progression du chiffre d'affaires de l'entreprise de 9% à 768 millions d'euros de chiffre d'affaires. Une progression du revenu opérationnel qui est le plus haut de l'histoire à 74,5 millions. Et un très bon résultat consolidé avec les profits financiers, les placements financiers de 110 millions environ. Donc voilà, je crois qu'on a des actionnaires heureux, autant que les salariés, car on a aussi annoncé le dividende. Et donc, je leur ai présenté l'historique de l'évolution du dividende. C'était 0 € il y a 4 ans, c'était 1 € il y a 3 ans, 1,2 € il y a 2 ans par action, 1,5 l'an passé, et aujourd'hui, donc pour cette année, on a annoncé 1,8 €, ce qui, pour une action qui vaut environ 110 €, nous situe bien dans le marché. Je leur ai rappelé aussi que l'action valait 67 € il y a 4 ans. Elle en vaut donc 110 environ aujourd'hui. Donc si on ajoute la valorisation de l'action et le dividende, eh bien ceux qui ont fait confiance à la SBM et qui ont acheté des actions il y a 4 ans ont tout simplement doublé en 4 ans leur investissement. Oui, une augmentation substantielle effectivement. Qu'est-ce qui marche bien? L'hôtellerie, la restauration, les activités locatives? Ce qui justement nous réjouit, c'est que tous les paramètres dans les trois métiers sont à la hausse. Donc bien sûr, c'est plus difficile pour les jeux, donc ils sont en relative augmentation. Je crois que si on regarde les premiers mois de l'exercice, on doit être à plus 2 ou plus 3%, mais c'est remarquable, car nous appliquons les règles les plus strictes de compliance. Nous refusons des dizaines de millions d'euros de joueurs quand on n'est pas totalement certain de la provenance des fonds. Nous avons mis en place les procédures les plus contraignantes de tous les casinos du monde pour être sûr de la provenance des fonds. Nous avons recruté de nombreux agents de compliance. Donc je crois que je le disais aux actionnaires, on est le casino le plus respectueux de la compliance au monde. Et malgré ça, eh bien, nous sommes toujours là. Donc, nous sommes plutôt en légère augmentation parce qu'on va chercher des nouveaux clients en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient. On en a perdu pour des raisons effectivement de respect des règles, notamment en Europe de l'Est. Donc voilà. Donc après, les jeux, c'est le seul bémol. Les jeux, si vous voulez, sont en légère progression, mais les autres métiers sont en forte progression. L'immobilier, même si on est arrivé un peu à un plafond, c'est pour ça qu'il faut qu'on ait de nouveaux projets dont on pourrait parler, de l'immobilier à Monaco, parce que là, on est à 100% quasiment de location, on n'a plus rien à mettre sur le marché. On a fait 9% de mieux l'année dernière en immobilier parce qu'on avait encore des nouveaux commerces du Café de Paris à louer, mais là, on a tout loué. Donc aujourd'hui, on va faire 4-5 points de mieux chaque année. C'est uniquement désormais l'évolution des indices de nos baux, mais on ne peut pas louer de nouveaux produits tant qu'on n'en aura pas construit. Et puis, ce qui performe vraiment très très fort, c'est l'hôtellerie, puisqu'on a à la fois la chance d'avoir une augmentation du taux d'occupation de près de 3% et en même temps une augmentation des prix de 6%. Donc c'est bien une vraie progression globale, c'est pas artificiel, c'est pas que le prix, c'est aussi la fidélisation et la satisfaction des clients. Les restaurants, eux, comme on a augmenté le périmètre, sont en très forte progression en pourcentage, de l'ordre de 16%, parce qu'on a ouvert, on a voulu diversifier l'expérience client, on peut en parler, on a ouvert beaucoup de restaurants nouveaux qui performent très très bien. Fort de ces réussites dans l'hôtellerie, dans la restauration, les jeux également, les activités locatives, quels enseignements tirez-vous? On avait vu il y a quelques jours encore dans le port un bateau de croisière avec des jeux made in SBM. Il y a le projet Courchevel. Vous avez à demi-mot évoqué de possibles projets aussi, de nouveaux projets locatifs sur Monaco. Ça, c'est envisageable malgré l'exiguïté du territoire? Oui, alors d'abord il faut rester modeste par rapport à l'avenir parce que nous dépendons pour une part importante de nos résultats de l'aléa des jeux. Donc tout ce que je vous ai dit, si on a un dernier trimestre cette année mauvais au casino, peut évidemment être remis en cause. Mais aujourd'hui, bien sûr Monaco reste la priorité de notre développement, mais compte tenu de notre modèle social et de notre masse salariale très élevée, on ne pourra pas gagner beaucoup plus d'argent sur les restaurants et les hôtels et les casinos en principauté. Donc ce qu'on peut faire, c'est développer des opérations immobilières nouvelles en principauté. Si on veut vraiment changer notre modèle économique et peut-être un jour espérer doubler nos résultats dans les 5 ou 10 ans qui viennent, alors il faut qu'on développe de nouveaux projets immobiliers à Monaco, notre pays évidemment fétiche et
notre actionnaire étant l'État monégasque et notre histoire s'étant construite ici, c'est la priorité. On a 2 opérations qui sont en discussion avec le gouvernement princier, le département bien sûr en particulier de l'équipement, de l'environnement et de l'urbanisme. Une opération qu'on va appeler des terrasses donc du casino, qui va englober les thermes marins actuels et l'immeuble où se situe actuellement la banque Rothschild. Tout ceci va donner lieu à la construction d'un bâtiment moderne et luxueux, avec des thermes rénovés, plus luxueux, plus en adéquation avec notre époque, des résidences, des bureaux de prestige et des commerces de prestige. Et nous avons un deuxième projet qui est l'extension, la surélévation de l'hôtel Monte-Carlo Bay. On peut aller sans toucher aux infrastructures jusqu'à 4 étages de plus, non pas pour des chambres, mais pour des résidences de luxe au sommet du Bay. Voilà, vous ne manquez pas d'idées, vous poussez les murs et vous allez même hors les frontières avec Courchevel. Alors c'est un projet qui est plus ambitieux qu'il n'était au départ? Je voulais terminer par ce sujet. Si on veut également donc améliorer notre modèle économique, il va falloir qu'on aille chercher des relais de croissance dans le monde. On a tout pour réussir, on a une marque incroyable, Monte-Carlo, on a un savoir-faire, on a une clientèle qui est prête à nous suivre de très haut niveau. Donc nous avons acheté un hôtel à Courchevel et les travaux donc ont démarré. 2 ans maintenant de travaux pour livrer le plus bel hôtel des Alpes et faire un hôtel très profitable qui va venir enrichir nos résultats dans les prochaines années. On a regardé dans le passé et j'aimerais que l'on se projette dans quelques mois. L'hiver dernier, ça a été une formidable réussite. Monaco est devenue l'une des terres les plus instagrammables grâce à cette magnifique place du casino, les animations également sur le casino lui-même. Est-ce que vous préparez encore un hiver scintillant, brillant de mille feux à la SBM? Alors c'est effectivement moi la directive que j'ai donnée à nos équipes, notamment marketing, direction artistique, direction technique, mais c'est très difficile parce que chaque année il faut essayer de faire aussi bien, voire mieux que l'année dernière. Donc nous avons une réunion, je veux pas délivrer déjà des informations on va proposer bientôt, mais vous allez avoir, je pense, encore de très très belles surprises. Moi, mon objectif, c'est de continuer à créer la magie de Noël, la féerie de Noël, comme vous l'avez dit, avec des dizaines et des dizaines de millions de vues qui contribuent ensuite toute l'année à la fréquentation de la principauté, à l'attractivité de notre resort. Savez-vous que les entrées payantes au casino de Monte-Carlo ont augmenté en 1 an de 20%. Il suffit de se promener sur la place du casino pour voir la grande attractivité du pays et de la SBM en synergie. Eh bien, il nous tarde déjà d'être à Noël. Merci Stéphane Valéry d'avoir été notre invité. Merci beaucoup Patricia. Nous évoquions les beaux chiffres de l'hôtellerie et de la restauration de la SBM. De nombreux employés du groupe ont fait leur gamme au lycée Régnier 3. Et hier, ces futurs professionnels se sont prêtés à un exercice inédit, servir des convives en situation de handicap visuel. Une immersion pédagogique pensée pour sensibiliser les élèves aux réalités du handicap visuel et leur apprendre à adapter leur service. Les explications de Devika Guérenfard sur des images de Lionel Bernardi et Massimo Piantoni. C'est un exercice inédit en principauté. Pendant 2 jours, 4 classes du lycée Régnier 3 ont suivi une formation pour accueillir des clients en situation de handicap visuel. Une expérience pour les élèves, mais aussi pour les clients, à l'occasion de la réouverture du Cordon d'Or. Nos élèves sont en ce moment en train de suivre une formation pour accompagner les clients, les accueillir, mais aussi cuisiner pour des clients qui sont en handicap visuel et qui, de fait, ne peuvent pas manger des produits préparés de la même façon. Parce que le fait même qu'ils ne voient pas, le décor a peu d'importance. Par contre, la facilité de se nourrir doit être de mise et primordiale. On va demander à des clients de se mettre en situation de handicap visuel. On va leur donner un masque et ils vont se mettre dans la peau d'une personne qui a une problématique au niveau de la vue. Pour accompagner cette expérience, les élèves ont découvert un outil original, la carte auditive Speak You, conçue pour accompagner les clients tout au long de leur repas. Donc le principe est très simple, vous avez 3 boutons avec un léger relief pour que l'aveugle puisse retrouver le bouton. Derrière, vous avez aussi ces 3 boutons, mais cette fois-ci, c'est pour enregistrer le menu avec son petit micro. Et bien entendu, on va enregistrer, présenter le menu comme si le client était présent. Bonjour et bienvenue au Cordon d'Or. Le lycée Régnier vous a concocté un menu d'exception.
Au-delà de la technologie, l'entièreté du service a été repensée, de l'accueil à la description des plats, des compétences rares mais de plus en plus recherchées dans le secteur de l'hôtellerie-restauration. Le fait de toucher le client. Nous, d'habitude, on n'a pas l'habitude, on ne doit pas, on a l'interdiction de toucher le client. Là, pour montrer notre présence, on doit arriver devant le client, lui mettre 2 doigts sur l'épaule. Après, ça dépend le côté, si c'est pour servir, pour desservir. On doit donner notre nom. On dit c'est Antonin qui vous sert, qui vous dessert, et puis ensuite on peut avoir une discussion avec le client. Mais il faut constamment être en contact physique avec le client. Même si la formation est encore un projet pilote, le lycée Régnier 3 espère l'inscrire durablement dans son cursus, une façon de conjuguer excellence professionnelle et ouverture citoyenne pour préparer les jeunes à un service universel. C'était un rêve de longue date, désormais devenu réalité. Le chef pâtissier Philippe Taillac, déjà installé à Nice, Cap 3000 et Cannes, a inauguré hier sa nouvelle boutique à Monaco sur le boulevard des Moulins. Une ouverture pourtant effective depuis le mois de mai dernier, mais qui marque officiellement une nouvelle étape pour le chef pâtissier. Voyez ce reportage de Devika Guéranfard et Lionel Bernardi. C'est un écrin de douceur au cœur de la Principauté. Depuis le 19 mai, les passants du boulevard des Moulins découvrent les créations signées par le chef pâtissier Philippe Taillac, aujourd'hui à la tête de 4 boutiques sur la Côte d'Azur. Ça se passe vraiment très bien, je suis très content d'arriver ici. On a ouvert Nice, Cap 3000, Cannes et enfin la 4e boutique du coup sur Monaco. Ça se passe très bien, on a une belle équipe, on a des super clients. On a quelques best-sellers comme l'Or Noir par exemple, qui est notre plus belle vente de pâtisserie. Et on a effectivement le chocolat Dubaï aussi qui est très demandé sur Monaco. Et pour séduire sa clientèle, Philippe Taillac mise avant tout sur l'expérience, vitrine travaillée comme une bijouterie, accueil personnalisé et bien sûr des créations qui font déjà parler d'elle. On peut retrouver également tout ce qui est chocolaterie, les cakes de voyage, les pâtisseries avec l'Or Noir. On peut retrouver les macarons et le matin on a aussi tout ce qui est petit déjeuner avec les viennoiseries et les boissons chaudes. Alors chaque mois on sort une pâtisserie différente. Ce mois-ci, pour le mois de septembre, on a sorti les figues et voilà, on le met en avant à travers une jolie représentation et le but c'est qu'on vienne se faire plaisir avec. La maison Taillac veut surprendre et émouvoir à chaque bouchée. À peine inaugurée, la boutique monégasque se rêve déjà comme un tremplin d'une nouvelle aventure internationale. C'est sur ce reportage pour le moins appétissant que se referme ce journal. Nous allons d'ailleurs prolonger l'instant avec les clichés pris hier soir par Stéphane Dana lors de l'inauguration de la boutique et qui vont conclure cette édition. Dans un instant, la météo d'Alban Gingembre avec une belle journée qui nous attend samedi. Demain, vous retrouverez Théo Schumer pour votre journal. Je vous souhaite à tous une très belle et douce soirée sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à tous, le week-end s'annonce agréable en Principauté. On reste sur la tendance de ces derniers jours avec demain un ciel peu nuageux, du soleil, des températures comprises entre 22 et 28 degrés. Un indice UV toujours élevé l'après-midi. Le samedi 20 septembre, nous fêtons les Davis. Et l'anecdote du jour, le 20 septembre, c'est aussi la date de la toute première édition du Festival de Cannes. C'était en 1946, après avoir été annulé en 1939 à cause de la guerre. À l'époque, c'était le Festival international du film. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.